Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ces deux vidéos qui datent d'il y a maintenant 3 ans, mine de rien, je vous avais partagé l'histoire de mon premier investissement immobilier, à savoir un immeuble de 4 appartements, et je vous avais également partagé tous les chiffres le concernant. Et depuis cet achat, pas mal d'eau a coulé sous les ponts, étant donné que mon conjoint et moi avons acheté notre résidence principale en 2019, mais surtout j'ai à nouveau investi seul dans deux autres immeubles de rapport, l'un en 2020 et l'autre en 2022. Vous l'aurez compris, il est donc grand temps que je vous parle de mon deuxième immeuble de rapport que j'ai acquis à l'âge de 29 ans du coup. Par contre, pour tout vous dire, quand j'ai commencé à rédiger cette vidéo, je me suis rendu compte assez rapidement, mine de rien, que j'avais beaucoup trop de choses à vous dire pour que ça tienne dans une vidéo. Pour être totalement honnête, ça aurait été beaucoup trop long pour moi à filmer et pour vous aussi, je pense, beaucoup trop long à regarder. J'ai donc décidé de la décomposer en deux parties. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment est-ce que j'ai réussi à faire cet achat malgré le contexte un petit peu particulier de l'année 2020 et je vais également vous parler de l'évolution de mon projet et des difficultés que j'ai pu rencontrer depuis l'achat. Et dans une deuxième partie que je publierai donc sur la chaîne d'ici quelques semaines, je vous donnerai en toute transparence tous les chiffres liés à cet investissement, donc prix d'achat, rentabilité, cash flow, etc. Et je vous donnerai également des conseils qui sont tirés de ma propre expérience avec cet immeuble, mais en général, pour investir de façon plus sereine et plus sécurisée. Et petit teaser, les vendeurs de rêve de l'immobilier ne vous disent pas tout. Donc, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, je pense que c'est le moment de passer à l'action. Nous sommes fin 2019. Mon premier immeuble a été acheté il y a maintenant plus d'un an. Tous les appartements sont rénovés et loués et tout se passe à merveille. Parallèlement à ça, mon conjoint et moi avons acheté notre maison depuis plus de 6 mois. Évidemment, il y a encore pas mal de travaux d'amélioration et d'embellissement notamment, mais le plus gros est fait. On y est bien. Et je commence à sentir, mine de rien, cette petite envie, cette petite voix d'investisseuse dans ma tête qui me dit si tu commençais à regarder un peu les annonces sur le Bon Coin pour te tenir au courant de ce qu'il y a sur le marché. Je n'avais pas forcément la volonté d'acheter urgemment, mais c'était plutôt une sorte de veille immobilière en me disant que comme ça, je commencerais tout doucement à connaître par cœur le marché, savoir quels sont les prix moyens, quels sont les biens qui sont mis en vente, depuis combien de temps, etc. Et par conséquent, si un jour une opportunité se présentait, je serais en mesure de me positionner rapidement. Et puisque mon premier investissement tournait bien et que d'autre part je ne suis pas trop fan de tous les problèmes liés aux copropriétés, je recommençais à cibler tout naturellement à nouveau un immeuble. Petit à petit, j'ai commencé à faire des visites avec des agents immobiliers. Visites qui se sont révélées infructueuses malheureusement, mais à chaque fois je mettais un point d'honneur à me présenter de façon très professionnelle auprès des personnes avec qui j'étais en contact, à me présenter, à dire que j'avais déjà investi, à rassurer les gens surtout sur le fait que je n'étais pas venue en touriste, que j'étais vraiment une investisseuse sérieuse et que j'attendais tout simplement de tomber sur le bon bien pour me positionner. Et nous arrivons à début 2020 où je suis tombée sur une annonce assez intéressante d'un immeuble de 4 appartements dont 3 loués et un à rénover entièrement avec une petite cour à un prix correct. Et j'insiste sur ce terme étant donné que avec tout le recul que j'avais sur le marché, je tombais depuis quelque temps sur des immeubles qui étaient affichés vraiment à des prix scandaleux. Parce que les propriétaires tout simplement voulaient profiter de la mode de l'investissement locatif pour se gaver sur le dos des acheteurs. Et je voyais des biens à des prix totalement délirants par rapport à ma zone de recherche et au prix du marché tout simplement. Donc là je vous assure que j'étais très contente de tomber sur un bien à un prix cohérent par rapport à son état général et aussi par rapport à sa superficie. Et donc, sentant la bonne affaire, j'ai rapidement appelé l'agence pour avoir quelques informations complémentaires et surtout pour organiser une visite. Visite qui malheureusement allait devoir être groupée étant donné que apparemment on était pas mal d'investisseurs sur ce dossier. Et en effet, le jour de la visite, je suis arrivée devant l'immeuble et on était une grosse dizaine de personnes. Donc je me suis dit que la concurrence allait être assez compliquée. Et d'autant plus compliquée que certains hommes en face de moi avaient vraiment le look cliché de l'investisseur businessman, sûr de soi, qui en impose et qui grosso modo est prêt à acheter tout ce qui lui passe sous le nez. Et autant je sais ce que je vaux, autant je suis réaliste et je sais très bien que je n'ai pas la tête de l'emploi et forcément qu'un
agent ou un vendeur va avoir tendance à accorder beaucoup plus d'attention à ce genre de personnes dont je viens de parler, plutôt qu'à un petit bout de femme comme moi. Un premier agent immobilier est arrivé, celui avec qui nous avions été en contact au téléphone, et a proposé tout naturellement à ce que nous visitions tous à tour de rôle. Et pendant qu'il était en train de faire visiter à la première personne qui, devinez quoi, avait le look cliché de l'investisseur modèle, un deuxième agent est arrivé pour lui prêter main forte étant donné qu'il y avait beaucoup de monde. Et à ma grande surprise, il s'est dirigé directement vers moi, quasiment sans calculer les autres, pour venir me serrer la main et me dire « Bonjour Madame Valérie, comment est-ce que vous allez? Venez monter, je vais vous faire visiter. » Et il m'a fait passer devant tout le monde comme une VIP. Ça m'était totalement sorti de la tête, mais cet agent, je l'avais en fait rencontré quelques mois auparavant lors d'une précédente visite quand j'ai commencé mes recherches. Et visiblement, je lui avais fait une bonne impression étant donné que ce jour-là, il a clairement décidé de me privilégier par rapport à tous les autres. J'ai donc visité l'immeuble avant beaucoup de monde, j'ai vu son potentiel et j'ai donc été la première à faire une offre au prix pour le bloquer. Puisqu'en immobilier, si vous ne le savez pas, lorsque vous faites une offre au prix, vous êtes directement prioritaire sur la vente. Et de toute façon, vu le nombre de personnes qui étaient intéressées et vu le prix qui était déjà encore une fois très correct, ça aurait pas été une bonne idée pour moi, je pense, de tenter une négociation. Au final, la seule chose qu'a demandé le vendeur via l'agent pour accepter mon offre, c'est que je le rassure sur ma capacité d'emprunt, étant donné que de mémoire, il avait déjà fait une démarche de compromis avec un premier acheteur, mais qui n'avait pas eu son financement auprès de la banque. Donc là, il voulait être rassuré sur ma personne et savoir que j'étais en capacité d'acheter pour ne pas perdre encore plus de temps de son côté, ce que je comprends, mais du coup, l'agent m'a demandé à ce que je produise un accord de principe de la banque. Sauf que si vous ne le saviez pas, l'accord de principe de la banque, c'est quelque chose qui ne se fait plus du tout depuis longtemps. Mon banquier m'en avait déjà parlé d'ailleurs pour mon premier achat. Ça ne se fait pas, la banque ne peut pas s'engager avec vous de façon écrite alors qu'elle n'a pas du tout tous les documents. Il lui faut vraiment le compromis, le financement, les chiffres, etc. pour vous donner un oui ou un non. Mon banquier a tout de même été ultra réactif quand je l'ai appelé. Je me souviens très bien être au téléphone avec lui et lui expliquer le projet, lui dire que du coup j'avais besoin qu'il me soutienne un peu parce que l'agent voulait pas trop faire passer mon dossier si je lui fournissais pas des preuves. Et il m'a dit « Ok, du coup c'est pour hier que vous avez besoin d'un oui ». En fait je dis « Oui ». Et grosso modo, comme il connaissait mon dossier et mon historique, il m'a juste demandé de lui envoyer un tableau Excel qui récapitulait tous les investissements que j'avais à droite, à gauche pour connaître un peu mon patrimoine financier, les chiffres du premier immeuble et bien évidemment les chiffres principaux de ce deuxième immeuble en question. Il a fini par me donner son accord oral en moins d'1 heure de mémoire. C'était assez fou, comme quoi il pourrait en effet me suivre sur ce projet. Et ce qu'on a fait du coup, c'est que j'ai donné son numéro à l'agent immobilier pour qu'il puisse s'appeler et qu'il puisse le rassurer sur ma capacité d'endettement et le fait que j'avais un dossier solide. C'est comme ça que le vendeur a accepté mon offre et que le reste des démarches a pu commencer. Le compromis de vente a été signé fin février, donc de ce côté-là, rien de particulier. J'avais évidemment mis dans les clauses suspensives le fait que si je n'avais pas mon crédit, je pouvais sortir de la vente sans pénalité. Mis à part du coup le fait que le vendeur a déclaré avoir fait des travaux qu'il n'avait pas déclaré justement, notamment le fait d'avoir changé des vieilles fenêtres en bois pour des fenêtres neuves PVC. Il n'avait pas fait sa déclaration en mairie. Sauf que, chose dont j'étais parfaitement consciente lors de la visite et qui, je le savais, allait poser problème à un moment donné, le bien est situé en zone protégée par les architectes des bâtiments de France, ce qui implique que en plus de devoir faire son dépôt de déclaration en mairie, on a un cahier des charges strict à respecter dans le PLU. Il a donc été convenu que le vendeur fasse son dépôt de déclaration de travaux en mairie a posteriori, demande qui bien évidemment a été refusée étant donné que dans le PLU c'est noté que ce sont des fenêtres en bois qui doivent être mises. Et au final nous avons convenu de diminuer le prix de vente d'un montant qui permettrait de couvrir la remise en conformité des fenêtres sur la base de plusieurs devis. Et c'est là qu'arrivent les choses marrantes, étant donné que, vous vous en doutez, j'ai commencé mon achat début 2020 et par la suite, les démarches notariales et bancaires ont été quelque peu perturbées, chaotiques, étant donné que quelques semaines seulement après la signature du compromis,
le confinement et les mesures sanitaires ont été instaurées. Côté notarial, le Covid a surtout entraîné pas mal de délais. Mais de toute façon, étant donné que personne ne savait comment la situation allait évoluer, et que ni moi ni le vendeur n'étions pressés, de toute façon je sais même pas si on avait le choix de dire quelque chose par rapport à ça, on a tout simplement attendu que la situation se décante. Mais côté bancaire, ça a été un petit peu plus compliqué étant donné que l'arrivée de la pandémie a vraiment énormément bousculé les banques qui ont très rapidement commencé à vraiment serrer la vis sur les demandes de crédit tant que la situation ne se serait pas un peu éclaircie. Mais j'avoue que comme je faisais toutes mes démarches à distance par voie dématérialisée, et bien au final je n'ai pas vraiment ressenti de stress par rapport à ça, j'ai pas ressenti le fait que potentiellement il pourrait y avoir de blocages, et au final pour moi ça s'est juste traduit encore une fois par des rallongements de délai. C'est après coup, plusieurs mois après ces démarches, que mon banquier m'a avoué que en fait pour lui la période n'avait pas été sereine du tout et qu'il avait en fait énormément bataillé pour pousser mon dossier auprès de sa hiérarchie. Tout simplement parce que pour lui, la banque n'allait pas attendre 1 an, 2 ans, 3 ans que la situation change pour arrêter tous les business. Et surtout que il avait vu les avantages de mon immeuble. Il connaissait mon dossier, il savait que j'étais une cliente sérieuse, que l'immeuble était bien placé, bien loué et que aussi je ne demandais pas une enveloppe d'emprunt qui était trop importante. En vrai, je sais pas s'il avait énormément de travail pendant la pandémie, mais en tout cas, je lui suis extrêmement reconnaissante de m'avoir soutenue pour ce coup-là. Au final, ce qui a été le plus compliqué pour moi dans mon parcours emprunteur compte tenu de la pandémie, c'est tout ce qui touche aux examens médicaux. À savoir que lorsque vous faites une demande de prêt, l'assureur du prêt va vous faire remplir un questionnaire médical pour vérifier que vous êtes en bonne santé et voir à quel taux il peut vous assurer. Dans mon cas, je suis encore jeune et en bonne santé, donc de ce côté-là, rien de particulier, sauf que mine de rien, je commençais à avoir un encours auprès de la banque qui était important, et de mémoire, c'est au-dessus de 500 000 € que l'Acaci, qui est mon assureur du coup pour mes crédits, a demandé à ce que je fasse des examens supplémentaires pour vérifier que j'étais en bonne santé, et on m'a donc prescrit un bilan sanguin complet, mais également un rendez-vous chez le cardiologue pour faire un électrocardiogramme et une échographie cardiaque. Donc ça, forcément, compte tenu du contexte, ça a pris pas mal de temps, le temps d'avoir mes rendez-vous. Il faut savoir que dans un contexte classique, lorsque toutes les démarches avancent de façon fluide, un processus d'achat prend environ 3 mois. Là, pour ce deuxième immeuble, ce sont un peu plus de 5 mois qui se sont écoulés entre la première visite et entre la signature de l'acte final en juillet 2020. Et franchement, compte tenu de la situation, de la pandémie, tout ça, je trouve qu'au final, je m'en suis plutôt bien sortie. J'ai donc acheté un immeuble composé de 3 logements loués et d'un 4e à rénover en totalité. Pour ce qui est des 3 premiers, leur état était correct, mais nécessitait tout de même un bon rafraîchissement au départ des locataires. Mon projet, c'était donc, comme pour le premier immeuble, de rénover, améliorer et relouer un petit peu plus cher chaque appartement au fur et à mesure de leur départ. Sauf qu'au final, figurez-vous que depuis mon achat, il n'y a eu en fait aucun départ. On est sur un statu quo et par conséquent, c'est un projet qui va prendre un petit peu plus de temps que je ne l'aurais imaginé. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que je viens tout juste hier vraiment de recevoir mon premier préavis de départ. Donc dans 3 mois, je vais récupérer le premier logement et on va pouvoir un peu commencer les travaux que j'attends mine de rien depuis bientôt 3 ans. C'est donc la première chose que j'avais imaginée pour cet immeuble, mais qui ne s'est pas passé comme prévu. Mais en même temps, je dois vous dire que cette stabilité, ça m'a tout de même permis de temporiser et de me concentrer sur des tâches plus urgentes. Et le projet dont il fallait s'occuper en priorité, c'était bien évidemment celui de la rénovation du 4e logement, qui pour le coup était un projet beaucoup plus lourd, étant donné que globalement il fallait tout refaire de A à Z. Donc gros œuvres, électricité, sanitaire, etc. Je ne vais d'ailleurs pas trop m'étaler sur ce sujet parce que j'y ai déjà consacré plusieurs vidéos sur la chaîne, donc je vous invite à les regarder si vous voulez constater l'ampleur des travaux. Dans la première vidéo, je vous avais d'ailleurs fait le tour de ce logement, qui n'est donc pas un appartement mais bien une maisonnette avec cour. Je vous avais également présenté les plans 3D de la rénovation que j'imaginais, sachant que du coup mon projet c'était d'en faire un logement pour de la location courte durée. Et par la suite, je vous avais également posté plusieurs vlogs sur notamment toutes les démarches administratives que j'avais entrepris pour cette rénovation. Et on va la faire courte, ceux qui ont vu notamment les vlogs comprendront. Tout ne s'est pas passé comme prévu parce que je me suis heurtée à beaucoup de difficultés.
Premier souci, rénover en zone protégée, c'est un délire parce qu'on se retrouve avec des démarches administratives qui sont très lourdes et surtout peu claires. Donc, vive la France! Ensuite, j'ai dû faire face à la lenteur de beaucoup d'interlocuteurs, notamment quand j'ai compris que je ne m'en sortirais pas toute seule, j'ai fait appel à des cabinets d'architectes qui ne m'ont toujours pas envoyé leur devis, bien évidemment, malgré mes nombreuses relances. Et surtout, mon principal obstacle a été celui des prix. En effet, début 2020, quand j'ai commencé à budgétiser mon projet, j'avais pris en compte une enveloppe globale de 40 000 € pour tout ce qui est gros œuvres. Donc maçonnerie, toiture, électricité, plomberie principalement. Et une fois ce gros œuvre fait, on avait prévu avec mon chéri de prendre le relais avec tout le second œuvre qu'on connaît, qu'on maîtrise. Donc tout ce qui est isolation, placo, décoration et aménagement. Cette fois-ci que j'aurais financé sur fonds propres, donc c'est-à-dire de ma poche. Mais malheureusement, vous le savez, 2020 a marqué le début d'une hausse effrénée des prix, que ce soit en termes de main-d'œuvre ou encore des matériaux de construction. Et au fur et à mesure que je refaisais des devis, que je les mettais à jour, je me suis rendu compte que j'allais devoir encore plus payer de ma poche des travaux dont le coût devenait beaucoup trop important et surtout ça m'aurait mise en grande difficulté financière. Et au final, en cumulant toutes les problématiques liées aux délais, aux lourdeurs administratives, à l'envolée des coûts, j'ai pris la décision, près de 2 ans après l'achat et arrivant à la fin de mon différé de crédit, après beaucoup de temps et d'énergie dépensée, de tout simplement abandonner ce projet pour une durée indéterminée. Je me suis rendu compte que ce projet, si je voulais le voir se concrétiser un jour, j'allais devoir le déléguer à 100% à un architecte et pas juste quelques démarches administratives. Donc les plans, la maîtrise d'œuvre surtout, etc. Mais ça, forcément, ça coûte de l'argent, argent que je n'ai pas évidemment. Et du coup, pour le moment, j'ai décidé de m'en tenir avec mes 3 appartements qui sont existants et habitables. De façon beaucoup moins ambitieuse mais beaucoup plus sereine, je vais donc m'en tenir pour le moment à la rénovation progressive de ces 3 logements. Et pour ce qui est du 4e, eh bien on verra. J'envisage d'utiliser l'argent que je vais dégager avec ma future entreprise pour éventuellement avancer ce projet-là un jour, mais ça ne sera pas avant plusieurs années. Pour terminer, la 3e difficulté à laquelle je fais face avec cet achat concerne la gestion locative. À savoir qu'un de mes locataires était étudiant étranger et galère littéralement depuis la pandémie, concrètement avec l'administration française pour faire renouveler son titre de séjour. Et ça a eu une répercussion directe sur la CAF qui a considéré que son dossier n'était pas complet et par conséquent lui a coupé son aide au logement. Et depuis qu'il a fini ses études, c'est d'autant plus compliqué pour lui que l'État lui demande de trouver un travail dans son domaine d'expertise s'il veut pouvoir rester en France, sauf qu'il a fait des études dans un milieu artistique qui a été fortement impacté par la pandémie. Donc c'est vraiment galère. Au moins vous avez le contexte général pour bien comprendre, mais ces difficultés-là, elles se sont forcément répercutées sur le paiement de ses loyers. Et je dois l'avouer, il y a eu beaucoup de retard qu'on essaye de récupérer au fur et à mesure avec son garant et avec ses parents, mais c'est pas évident. Et je vous en parle parce que je sais que la peur des loyers impayés, c'est vraiment un énorme frein pour les personnes qui souhaitent investir en immobilier. Donc, sachez que oui, ça peut arriver, personne n'est à l'abri, et d'ailleurs, il y a beaucoup de propriétaires qui se retrouvent en grande difficulté à cause de ça. Quand les impayés arrivent, généralement, beaucoup de personnes n'hésitent pas à mettre fin au contrat de location pour récupérer leur logement le plus rapidement possible. Mais moi, je n'ai pas eu la même réflexion, à savoir que j'ai une très bonne relation avec mon locataire. Je sais qu'il n'est pas malveillant ou mal intentionné et je considère que tant qu'il fait tout son possible pour essayer de retomber sur ses pieds, sans être Mère Teresa pour autant, hein, attention, je suis en capacité de l'aider. Et la façon dont je le fais depuis maintenant 2 ans quasiment, c'est justement en l'assistant sur certaines de ses démarches. J'ai eu beaucoup d'échanges avec la CAF notamment, infructueuses mais bon, j'ai essayé. Et également en me montrant forcément souple sur ses retards de loyer. Au moins il sait qu'il a un toit au-dessus de la tête et qu'il peut consacrer son énergie à essayer de retomber sur ses pieds. Voilà, être investisseur immobilier, c'est aussi devoir gérer de l'humain et je sais qu'il y a des personnes qui détestent ça et qui préfèrent déléguer la gestion à une agence pour s'éviter ce genre de problème. Je sais également que certains auraient été beaucoup moins cléments que moi sur ce sujet et auraient demandé aux locataires de partir, mais que voulez-vous, chacun ses opinions et surtout, à la fin de la journée, nos décisions n'appartiennent qu'à nous.
Sur ce, j'espère que cette vidéo sur l'histoire de l'achat de mon deuxième immeuble et des difficultés que j'ai pu rencontrer vous a plu et aura été riche en enseignements. Promis, la deuxième partie avec tous mes chiffres et mes meilleurs conseils arrive très bientôt, et en attendant, si jamais vous avez des questions sur cette première partie en particulier, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je ferai mon maximum pour y répondre. N'oubliez pas également de soutenir cette vidéo en la likant et en la partageant. Abonnez-vous aussi, c'est important. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!